Chers amis et chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du single shaming. Je suis tombé là-dessus la dernière fois. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Effectivement, il existerait socialement, au travers du regard de certaines personnes, ce que l'on pourrait appeler un shaming, shame, donc la honte d'être célibataire. Oh là là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On va parler de ça parce que ça, il y a quelque chose qui est pas clair là-dessous. Alors, je sais pas comment on va prendre le problème par quel bout on va le prendre, en tout cas on va le prendre par un bout, et puis ça sera toujours ça de prix parce que c'est un bon moyen d'initier les choses. De toute façon, le problème, faut bien le prendre d'une certaine manière, on est bien d'accord. Tourner autour, c'est une chose, l'agripper en est une autre. Cette notion de single shaming, la honte d'être seul, si on regarde la définition, moi qui adore les définitions, la honte, c'est un déshonneur, c'est une humiliation, c'est un sentiment très pénible. La honte, c'est presque une atteinte à l'honneur, quoi. C'est un sentiment d'abaissement, portant atteinte à la dignité. Je me suis dit, mais alors non seulement le single shaming, c'est vraiment à discuter parce que je crois que c'est vraiment pas comme ça qu'il faut poser le problème. Et le mot utilisé, shaming, la honte, mais ça peut pas correspondre. C'est pas possible. On ne peut pas résumer ce qu'est une personne à sa condition psycho-affective et à sa condition maritale ou relationnelle. Ce n'est pas possible. Une personne, c'est un ensemble de choses, c'est un agglomérat d'informations, c'est une foultitude d'informations et de caractéristiques, et cette personne-là, homme, femme, peu importe, ne peut pas se caractériser au nom et sur le simple prisme de sa posture, un instant T, psycho-affectivo-relationnel. Ce n'est pas possible. Autrement dit, t'es maqué, t'es quelqu'un de bien, tout va bien, t'es pas maqué, tout va mal. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est un regard péjoratif qu'on est en train d'interroger depuis tout à l'heure. Donc je me suis dit, on va clarifier un peu tout ça. Alors, bien souvent, ça va reposer sur deux axes. Le regard de la personne elle-même et le regard des autres. Le regard, alors des autres, qui? Certaines personnes ou éventuellement la société. Donc c'est important de clarifier tout ça. Donc bien évidemment, si une personne est célibataire, on va y revenir, on va tout décortiquer. Si une personne est célibataire, elle va porter cette personne-là, homme, femme, peu importe, elle va porter cette personne-là un regard spécifique, singulier sur sa situation. En fonction de pourquoi elle est célibataire, depuis combien de temps, qu'est-ce qui se passe, son parcours aussi affectif. Qu'est-ce que c'est être célibataire en 2024, compte tenu que vous pourriez, depuis 20 ans, être dans les relations affectives et que c'est la première fois que ça vous arrive. Est-ce que c'est pas la première fois? La fois précédente, c'était quoi? C'était quand? C'était où? C'était pourquoi? Combien de temps ça a duré? Bref, le regard que vous portez sur votre célibat est un regard frappé, imbibé, d'une forme, plus qu'une forme d'historicité. En y ajoutant bien évidemment les affaires émotionnelles, les blessures que ça a pu représenter, le parcours pour effectivement de nouveau quitter votre célibat, tout ça est harassant, mais psychiquement marquant. Il faut le regarder ça. La quête de l'amour, c'est fatigant, c'est épuisant. Surtout dans notre société actuelle, où ça s'engage plus, où démontrer clairement ses sentiments, c'est devenu péjoratif, c'est une faille, et ainsi de suite, on est sur une autre planète. Moi je pense que décliner ses sentiments à quelqu'un, c'est une force. C'est une force. Et certainement pas une faille. C'est assumé. C'est une force. Ce qu'on assume, c'est fort. Ce qu'on n'assume pas, c'est fragile. C'est précaire. Tout peut se dire, et en tout cas, prioritairement, les affaires affectives. On ne se dit pas assez dans la vie qu'on s'aime, qu'on tient aux autres, qu'on apprécie les autres. Ça, c'est un problème de notre société. Mais justement, ça coïncide vachement avec le single shaming. Comment on s'aime aujourd'hui dans cette société? Comment on se le montre? Comment on se le dit? Comment on maintient cet amour-là? Comment on fait attention au maintien de cet amour-là? Tout ça, c'est des grandes questions de fond, psycho-philosophiques, sociologiques, limite anthropologiques. Le single shaming, c'est quoi? La honte d'être célibataire. Alors, il y a déjà donc le parcours stricto sensu personnel et le regard que vous portez sur les choses et sur votre situation.
les éléments comparatifs. Il y aura toujours la bonne copine qui s'en sort bien avec les mecs ou le bon pote qui s'en sort bien avec les nanas. Voilà. Mais ça se compare pas. Il n'a pas la même histoire que la vôtre. Hein, il a son histoire à lui singulière et il n'a pas forcément la même que la vôtre. Voilà. Et la vôtre, elle est ni meilleure ni pire qu'une autre, c'est votre histoire. Et elle est à apprivoiser en tant que telle. Même si elle est partie un petit peu en mode compliqué, hein, pas avec tous les outils et pas avec tout ce qui est le plus serein dans votre existence, ça n'empêche pas de saisir des choses, d'avancer correctement. Autrement que la manière dont les choses se sont déroulées de votre naissance jusqu'à l'âge que vous pouvez avoir aujourd'hui. Voilà, ça, il faut le savoir. Et puis il y a la posture de la société, ou de certains membres de la société. T'es célibataire, qu'est-ce que tu fous? Bon, je sais même pas si ça se pose comme ça, parce que qui dit à cette personne que vous avez envie de vous mettre en couple? Qui lui dit? Alors peut-être qu'effectivement, il y a une dichotomie entre votre discours et votre souhait, et effectivement la posture dans laquelle vous êtes. Mais c'est pas parce que vous avez envie d'être en couple et heureuse ou heureux en amour que forcément ça va sonner à votre porte et c'est aussi accessible que ça. On est bien d'accord. Hein, ce sont non pas deux mondes, mais il y a effectivement un certain nombre d'étapes à franchir, et d'une sur soi, et de deux dans le rapport à l'autre. Et tout n'est pas permis avec l'autre, on a fait suffisamment de vidéos sur cette chaîne, sur les manipulateurs, les personnalités narcissiques, les relations toxiques, pour effectivement faire très attention à qui est l'autre, et au nom de l'amour, c'est pas la série, hein, c'était les feux de l'amour, au nom de l'amour, on peut avoir effectivement une capacité d'acceptation de choses qui, normalement, me semblent absolument inacceptables. Donc, l'amour, vous avez vu, c'est un grand sujet qui peut nous emmener vers des pans et des champs d'ouverture et de réflexion qui ne sont pas forcément ceux dans lesquels nous sommes aujourd'hui. On y reviendra. Donc il y a quelque chose de péjoratif sur cette notion de célibat, qui évolue. Ça, éventuellement, le single shaming, je pense que c'est quelque chose dans les années 60, 70, peut-être 80, et encore, ça commençait déjà à évoluer. Mais 68 avait fait son travail, ou commençait à faire son travail, eh bien, sur la libération des mœurs, et notamment la libération de la femme, et ça c'est formidable, eh bien, je pense qu'aujourd'hui, le single shaming, c'est un propos c'est un non-sens en soi. Parce que cette notion, à l'époque sociale, fallait être en couple, fallait des enfants, fallait avoir la maison, le chien, je ne sais quoi, et ainsi de suite, voilà. Aujourd'hui, ça n'a plus libre cours, ce genre de choses. Chacun va trouver l'agrément de son existence comme bon lui semble. Et il y a même pas mal de couples, d'ailleurs, donc qui sont en couple, mais qui ne vivent pas ensemble. Et j'ai envie de dire, pourquoi pas? Parce que si c'est plus apaisant comme ça que de vivre ensemble au quotidien, eh bien, j'ai envie de dire, pourquoi pas? Ça, c'est vraiment de la subjectivité. C'est de la casuistique. On se rencontre, on est deux. Comment on est mieux? Comment on est bien? S'il faut être un petit peu à distance, eh ben les gens se mettent à distance. S'il faut tout mettre en commun, ils mettent tout en commun. Et chacun présentera des avantages et des inconvénients. Chacun cherche son chat, comme dirait l'expression. Ce qui était honteux à une certaine période, l'est beaucoup moins aujourd'hui. Hein, les mômes de 15-20 ans, se mettre en couple, hein, être en interaction, oui, se mettre en couple, c'est pas une fin en soi, je vous le dis tout de suite. Donc cette notion de honte d'être célibataire ne correspond plus à notre société aujourd'hui. Pourquoi je dis, ou je disais tout à l'heure que être tombé sur cet article du single shaming, j'ai compris le titre tout de suite. Pourtant moi, franchement, mon anglais, vous le connaissez bien. Hein. Voilà, enfin vous savez que je ne le connais pas surtout, c'est surtout ça. Hein. Je ne connais pas l'anglais, mais single shaming, j'ai compris tout de suite. J'ai compris tout de suite. Non pas bon sang, mais c'est bien sûr, n'exagérons rien, mais j'ai compris tout de suite de quoi il était question. Et j'ai pensé, j'ai mis la mécanique infernale de la réflexion en jeu, et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Toute la question, c'est pourquoi les personnes sont célibataires. Alors ils vont sur les applis, ainsi de suite, ceci, cela. Les applis, je vous la fais courte, c'est un très bon moyen pour créer des interactions, mais c'est un moyen absolument catastrophique pour se refaire la cerise au sens relationnel du terme, parce que c'est tellement fragile, c'est tellement je discute avec toi la veille pendant 2 heures et le lendemain t'existes plus, comment ça s'appelle, ghosting bien évidemment, et ainsi de suite, voilà, hein, pour se refaire la cerise, hein, pour reprendre confiance en sa capacité à se sociabiliser ou à se resociabiliser, à se renarcissiser, c'est quand même pas l'idéal. C'est pas l'idéal, sachant qu'il y a une chance sur 2 que tu tombes sur quelqu'un qui te vend que t'es la meilleure ou que t'es le meilleur, qui fait sa petite affaire, et puis derrière, tu comprends, il n'y a plus rien. Pour se renarcissiser, c'est peut-être le meilleur endroit, et en même temps, c'est peut-être le pire. Oui, ça s'appelle un paradoxe. Souvent, ces personnes me disent, sur le marché, hein, le marché de l'amour, sur le marché, voilà, la plupart des gens bien sont casés, et effectivement, il reste les autres. Déçus des rencontres en elles-mêmes, hein, voilà, ou déçus de la fragilité des rencontres. Je me montre assez contestataire de cette vision-là, parce qu'il y a des gens très bien,
qui sont sur le marché, prétendant à être en couple et donc ayant de belles valeurs pour cela, un bon respect de l'autre, un bon respect d'eux-mêmes, des belles valeurs sociales, hein, ça fait plaisir à entendre tout ça, c'était devenu un petit peu rare quand même. Donc voilà, mais néanmoins être célibataire. Donc, être célibataire, ça ne veut pas dire effectivement ne pas être quelqu'un de bien. Non, moi je connais parmi ma patientèle plein de gens bien, dits bien, présentant effectivement de belles caractéristiques relationnelles, humaines, mais étant néanmoins célibataires. Donc, je suis célibataire, je suis pas quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de bien, je suis en couple, c'est pas vrai. Si tous les gens qui étaient en couple étaient des gens bien, ça se saurait, il y aurait pas autant de divorces, il y aurait pas autant de séparations, il y aurait pas autant de gens qui souffriraient de manipulateurs et de pervers narcissiques et toute la clique, et de ces difficultés de blocage à être face à quelqu'un d'égocentrique, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Il y a plein de gens qui sont maqués et qui rêveraient presque d'être célibataires. Voilà, qui n'arrivent pas à décrocher, ça c'est une autre problématique, mais voilà. Donc, cette notion je suis sur le marché, et tous les gens qui sont sur le marché eux-mêmes ne sont pas des gens bien, oui, il y a du tri à faire, ça c'est une obligation bien évidemment. Ça n'a rien à voir avec la qualité de la personne que vous avez, ou la qualité des personnes qui sont sur le marché. Il y a du tri à faire. Et justement, ceux-là doivent faire très attention à qui ils ont affaire, parce qu'ils pourraient se faire bananer, si vous me permettez l'expression. Je suis en total désaccord avec cette notion de t'es en couple, t'es une chouette personne, t'es pas en couple, t'as un problème. Non. Pourquoi ? D'abord pour la raison que je viens de vous invoquer. Et d'une. Et de deux. Vous pouvez donc, tout en étant quelqu'un de bien, vous pouvez vous retrouver sur le marché malgré vous. Vous pouvez vous être retrouvé sur le marché parce que vous l'avez voulu, alors pas pour aller sur le marché, pour avoir mis fin à une relation dans laquelle vous ne trouviez pas votre compte. Ça s'apprend, ça se défend. Donc vous pouvez très bien vous retrouver sur le marché parce que vous avez mis fin à une relation qui était extrêmement toxique ou unilatérale. Votre valeur n'est pas en jeu. Vous êtes un peu escarmouché parce que la relation vous a effectivement joué des tours et fait dépenser une énergie psycho-affective absolument considérable. Nous sommes d'accord là-dessus. Mais néanmoins, votre valeur n'est pas en jeu. Vous êtes sur le marché de l'amour et des rencontres, votre valeur n'est pas en jeu. Vous restez quelqu'un de bien. Donc, c'est le premier point. Donc on peut se retrouver sur le marché, rien à voir avec votre personne et vos belles valeurs, mais parce que une situation de la vie, une circonstance, a fait que vous vous êtes retrouvé de nouveau sur le marché de l'amour et le marché des rencontres. Est-ce que vous êtes en recherche ou pas en recherche? L'un n'empêche pas l'autre. Vous êtes potentiellement face à une rencontre qui pourrait se présenter à vous et qui pourrait vous apporter de l'agrément. Voilà, que vous le cherchiez ou non. On le cherche directement, on le cherche indirectement, on l'attend pas, mais on l'attend pas tout en le cherchant. Bref, voilà, les êtres humains en règle générale sont plutôt dans ces démarches un petit peu disparates, mais à la limite, il y a toujours la porte, elle est ouverte. La porte, elle est ouverte à une rencontre potentielle. Donc on peut se retrouver sur le marché, avoir mis fin à une relation extrêmement toxique, avoir été quitté par quelqu'un qui était un homme de confiance ou une femme de confiance et qui a eu un coup de grisou, ou qui vous a fait un coup de Trafalgar, et qui effectivement est parti retrouver son ex 4 ans plus tard, 5 ans plus tard, je ne sais quoi, et ainsi de suite, à un coup de grisou, le gars il a 40 ans, tout d'un coup il se dit, voilà, j'ai pas eu de vie, est-ce que je peux encore plaire, machin, et puis le gars il va voir des, voilà, enfin bref, il va faire des rencontres, ça tourne mal, enfin bon, vous pouvez vous retrouver sur le marché, alors qu'effectivement vous n'avez absolument pas demandé à l'être. Alors c'est vrai que sur le marché, il y a ces circonstances, mais vous avez aussi tous les philophobes, la peur de l'amour, la peur d'aimer et d'être aimé. Vous avez tous ceux qui n'ont pas envie de s'engager. Vous avez tous ceux, on va y revenir là-dessus, parce que c'est un énorme sujet, les évitants. Voilà, parce qu'il y a les vrais et les faux évitants, je vous le dis tout de suite. Donc on va en refaire une vidéo. J'en ai fait une pas mal sur les personnalités, le trouble de la personnalité évitante, qui est un pan structurel particulier, mais il y a d'autres versions de l'évitant. On est bien d'accord, et ça on va en reparler. Il y a ceux qui se sont retrouvés quittés, il y a les traumatisés de l'amour, il y a les veufs, il y a malheureusement les gens qui se sont retrouvés veufs ou veuves. Alors effectivement, vous avez sur ce marché de l'amour des gens qui sont absolument incasables, parce qu'ils ont un fonctionnement extrêmement singulier, égocentrique et égocentré, tout pour eux, est-ce qu'ils sont conscients ou pas, ça reste une grande problématique, et on va pas se questionner là-dessus aujourd'hui, parce que c'est pas le thème. Il y a des gens qui sont incasables. Le tout, c'est de le repérer très rapidement. Vous avez normalement des rouages et des mécanismes qui font que vous allez repérer rapidement quelque chose qui ne va pas avec quelqu'un. Certes, ça va être difficile potentiellement, je dis bien potentiellement, de décrocher, en tout cas de vous positionner. Avant un décrochage, c'est bien de se positionner pour voir le type d'écoute que la personne va avoir de votre
positionnement et le type de prise en considération que la personne va avoir de votre positionnement, qui est un positionnement de désaccord, de constat que quelque chose ne fonctionne pas, et de désaccord. Et ça, c'est une expérience très intéressante, qui est effectivement un marqueur d'une, si ça ne fonctionne pas, d'un marqueur d'une perspective d'éloignement et de cessation de relation. Donc les choses se font par étapes. L'être humain se construit par étapes et il structure son rapport à la vie et aux autres, pareil, sous forme de phénomène d'étapes. Autrement dit, donc vous avez des cas psychologiques, des cas psychopathologiques lourds sur le marché. Donc ça ne fait pas une généralité, c'est pas parce qu'il y a quelques cas effectivement complexes sur le marché de l'amour, eux-mêmes n'ont peut-être pas demandé à être comme ça parce qu'ils ont toute une vie, tout un parcours de vie, toute une structuration psychologique, voilà, et ça n'en fait pas, c'est pas parce qu'il y a 10, 20%, je ne sais pas, je n'ai pas la proportion, qui ont une grosse difficulté psycho-relationnelle, psycho-affective, que forcément 100% des gens du marché ont la même problématique. Non, puisque chacun y arrive de manière circonstanciée. On a vu des circonstances tout à l'heure, malheureuses, qui ne remettent pas en cause ni la valeur de la personne, ni effectivement le fait qu'elle soit sur le marché des rencontres et de l'amour, et donc maintenant il faut qu'elles en fassent quelque chose. Et c'est compliqué, et c'est pénible, surtout aujourd'hui, dans cette société plutôt très égocentrée, qui ne cultive que le plaisir et la jouissance, et certainement pas la contrainte. Et c'est bien dommage, parce que moi je trouve qu'on se structure particulièrement face à la contrainte, face à l'acceptation de la contrainte et la capacité à trouver des solutions face à la contrainte. C'est vrai que le laps de temps, le temps qui passe par rapport à votre célibat, pourrait renvoyer un certain nombre de personnes à un questionnement, bah alors, mais qu'est-ce que tu fous? Et ainsi de suite. Et qu'est-ce que tu fous? Je prends mon temps. Je vais pas sortir avec le premier venu ou la première venue. Voilà, je suis pas la reine du coup de cœur. Derrière un coup de cœur, j'ai mon pied qui se met sur la pédale, sur le frein, et qui effectivement attend de voir la continuité. Je pars pas au quart de tour. Je suis pas une grande rêveuse, tant mieux, ou un grand rêveur. Voilà, ça se renvoie. Ça se renvoie. Alors c'est sûr, quand vous êtes invité à un mariage, moi j'ai rencontré des patients qui hésitent à aller à des mariages parce qu'ils vont se retrouver à la table des célibataires. Je sais pas qui a inventé la notion de ces tables de célibataires. Alors il y a peut-être de l'idée avec le fait que tiens, puisqu'ils sont célibataires, ils vont peut-être se rencontrer à cette table, et c'est pas faux. J'ai aussi connu des gens qui m'ont dit on s'est connus à un mariage. C'était le mariage d'un ami, le meilleur ami, le frère, la sœur, peu importe, voilà, meilleur copain, et ainsi de suite. Donc il y a de l'idée, mais cette table, elle peut être vue de manière un peu péjorative, parce que ceux qui s'assoient à cette table-là, ils se regardent de telle ou telle manière, ils voient bien qu'ils sont tous célibataires, alors au moins ils partagent un truc en commun, c'est pas mal de partager un truc en commun, mais quel regard ils portent là-dessus? Eh bien certaines personnes peuvent considérer que il y a un truc, il y a un marqueur, que c'est pas la table idéale, quoi, finalement, d'une certaine manière. C'est vrai qu'en étant célibataire, les gens se sentent un peu jugés, parfois. Bon, ça peut se comprendre, mais qui juge? Avec quels critères? Et si on décortique les critères, vous avez bien vu que les critères que vous renvoie l'autre ne sont pas forcément des critères intéressants. En tout cas, c'est peut-être pas les critères qui vous intéressent vous. Voilà. Et puis des gens qui vont vous comprendre, hein, accrochez-vous. Hein, il n'y en aura pas 150 milliards dans votre vie, hein, je vous le dis tout de suite. Mais que les gens entendent que la posture dans laquelle vous êtes n'est pas aussi désagréable que ça. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup de gens aussi qui vont vous parler de ça parce qu'ils se parlent à eux-mêmes, hein, ils se parlent pour eux-mêmes. Hein. C'est « oh là là, moi j'aimerais pas être célibataire ». Bah oui, mais là, toi, ok, bah, écoute, moi pour l'instant je gère, voilà, viens pas m'embêter avec tes angoisses que le célibat tu le gérerais pas. Tu t'es en train de les déposer sur moi, là, voilà. Tu projettes là, ton angoisse du célibat sur moi. Donc attention à ce système de projection, hein, que effectivement les personnes projettent leur propre angoisse sur votre cas de figure. Voilà, une nana qui ne pourrait par exemple pas, c'est un exemple parmi 150 000, hein, une nana qui pourrait ne pas imaginer qu'elle serait 2 ans célibataire, pour elle ça serait incommensurable, elle n'a d'ailleurs jamais connu. Si elle voit que vous, ça fait 1 an et demi ou 2 ans que vous êtes célibataire, la nana elle va être en panique totale, mais elle va pas être en panique par rapport à votre situation, elle va être en panique par rapport à elle. Et c'est ça qu'elle va déposer sur vous. Alors les mariages c'est marrant parce qu'on en parlait tout à l'heure, les gens vous diront toujours « Ah bah t'es toute seule, ou t'es tout seul ?» Leur dire « T'as toujours pas trouvé quelqu'un ?» Leur dire « Putain, qu'est-ce que tu fous, quoi ?» Et ou alors les gens qui disent « Bon, hein, la prochaine fois qu'on se voit, c'est pour ton mariage, hein, c'est pour toi. » Comme si se marier c'était une fin en soi, je suis pas sûr. Donc voilà, vous échapperez pas à ces petites phrases-là. Il faut avoir un petit peu de hauteur, un petit peu de recul. C'est vrai que les soirées couples, c'est compliqué, parce que les soirées couples, bah, ils parlent bien souvent des éléments du couple, ils ont des démonstrations de couple. Les soirées couples ont bien souvent des enfants, ils parlent que des enfants, que de leurs enfants. C'est compliqué pour un célibataire de trouver sa place dans ces microcosmes-là. On est d'accord là-dessus. Ça n'en fait pas une honte d'être célibataire. C'est vrai que plus votre célibat dure, plus la perspective de rencontre se complexifie.
Elle n'est pas impossible, elle n'est pas rendue impossible, mais elle est plus complexe. Il y a une petite angoisse qui vient se déposer. D'abord, il y a des besoins, il y a un manque, il y a des manques, forcément, des manques affectifs. On a besoin d'être aimé, on a besoin d'aimer et on a besoin d'être aimé. Et il y a cette notion du manque. Après, il y a aussi la projection, j'espère que ça va aller. Voilà, il y a l'espérance, mais derrière une espérance, il y a une possibilité, une perspective, mais aussi un risque, le risque d'être déçu. Il ne faut pas croire en l'amour, il faut croire en votre capacité à aimer et à être aimé. Ça me paraît porteur. L'amour, c'est pas mal, mais c'est tellement général, c'est tellement vaste que on pourrait partir un peu dans tous les sens. Il faut croire en votre capacité à aimer et à être aimé. Et c'est ça qui vous permettra effectivement d'avoir la bonne attitude, la bonne distance, le bon investissement par rapport à une perspective ou par rapport à une rencontre. Donc être célibataire n'est pas un échec. C'est une circonstance de la vie. Et si vous vous rendez compte que vous avez eu une existence, une première partie d'existence où il y a pas mal de complications affectives, même potentiellement et bien souvent ça démarre avec un des deux parents ou les parents, effectivement ça se travaille ça, et ça s'appelle psychothérapie. C'est pas je regarde une vidéo, je comprends mal la problématique et c'est bon, je suis au courant d'eux. Non, ça se travaille, ça se raconte, ça s'entend, ça s'évalue dans le quotidien. Quelles sont les pensées qui sont associées à mon quotidien et aux situations qui se présentent à moi dans mon quotidien et notamment relationnelles. Qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que je pense de moi? Qu'est-ce que je pense de l'autre? Qu'est-ce que ça réactive? Ça se travaille ça. Et ça se raconte. Je vous rappelle que nous sommes des êtres de parole. Oui, je ne ressemble pas aux autres, en étant célibataire, je ne ressemble pas aux autres, bien qu'il y en a tellement des milliers, des millions en France et ailleurs dans le monde que finalement, oui, la statistique reste quand même la notion du couple. Statistiquement, il y a plus de gens en couple que de gens célibataires, même si finalement avec les années ça va s'équilibrer de plus en plus, mais à la limite ça n'en fait pas, c'est une norme, on a beaucoup parlé de la norme. Cette norme, ça ne veut pas dire qu'elle a raison pour autant. Oui, les statistiques disent que la plupart des gens sont en couple, oui, plupart entre guillemets, mais ça ne veut pas dire que cette norme a raison d'être là-dedans. Il faut encore trouver un épanouissement. C'est pas le tout d'être en couple. Ah, la notion tous les mecs bien ou tous les nanas bien sont casés, non, il y a des nanas bien qui se retrouvent sur le carreau parce que le mec a un coup de grisou, et il y a des mecs très bien qui se retrouvent sur le carreau parce que la nana a un coup de grisou, ou parce que ça fait quelques années qu'ils n'ont pas trouvé chaussures à leurs pieds. Ça arrive, ça arrive. Donc ce cliché sur le marché, il y a que les boiteux, non, c'est une folie de penser ça. Être célibataire, c'est pas normal. Mais c'est quoi normal? Qu'est-ce qui est normal? Qu'est-ce qui est normal? Ça veut pas dire que la norme a raison. Toute la question, c'est comment je le vis, comment je m'occupe, comment je fais attention à moi, comment je prends quand même du plaisir dans ce célibat, comment je conserve une certaine liberté. S'il y a des enfants, le célibat en général est mieux vécu, parce qu'il y a des interactions quasi permanentes. Donc il y a moins cette sensation de vide, de manque, d'absence. Au-delà du célibat, il y a tout un tas de postures. Qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous faites de votre quotidien en attendant potentiellement de rencontrer quelqu'un? Si les périodes de célibat ont été longues et angoissantes, vous pensez bien qu'un célibat qui redémarre, qui se remet en place, qui se remet en route ou qui traîne un petit peu, va être très anxiogène, ce qui est logique. C'est pas parce que votre célibat avait duré longtemps avant que celui-là va durer aussi longtemps. Ça ne veut rien dire. C'est surtout une histoire d'état d'esprit. Mais si vous vivez en mode « ça va être compliqué », oui, ça risque d'être compliqué, parce que vous déposez de la complication dans votre posture, dans votre attitude, dans vos pensées, tout simplement. Et comme les gens ont envie de solutionner le problème des autres à votre place, c'est bah tiens, on va trouver quelqu'un, on va lui trouver quelqu'un. C'est vrai que beaucoup de gens s'occupent, se mêlent des affaires des autres, alors ça les arrange, comme ça ils s'occupent pas d'eux, on est bien d'accord, et ça pourrait leur éviter de regarder que chez eux c'est beaucoup plus complexe que ce qu'ils racontent, on est bien d'accord. Après ça peut être aussi très bienveillant et ainsi de suite, mais plus des fois on force un petit peu à rompre le célibat, et plus des fois ça peut non pas le maintenir, mais plus ça peut, la précipitation pourrait générer effectivement un certain nombre de problématiques. Sortir avec des gens que vous ne connaissez pas suffisamment, qui n'ont pas été suffisamment sondés, rencontrer des situations extrêmement anxiogènes qui pourraient s'avérer finalement contre-productives, et ça c'est un énorme problème aussi pour vous. Donc il y a tout ça à voir, c'est ça qui est intéressant dans cette situation de single shaming. Mais il n'y a pas de honte, j'insiste, c'est ma conclusion, il n'y a aucune honte à être célibataire,
Après, si vous le vivez mal, effectivement, il y a des choses à voir. Pourquoi je le vis aussi mal? Qu'est-ce que je ressens en étant célibataire? Un vide, un manque? C'est pas la première fois, à mon avis, que vous le ressentez. Et à mon avis, il y a encore un petit travail en psychothérapie à faire pour évaluer à quel degré, effectivement, cette béance, elle n'est pas que le fruit de votre présent, elle est la réactivation de votre passé. C'est très intéressant de mettre ça en perspective. C'est fondamental de faire des liens. Et n'oubliez pas que c'est avec cet ensemble-là que vous allez vous tourner vers l'aspect tridimensionnel, le futur. Grand plaisir de vous avoir parlé de tout ça, on pourra aller beaucoup plus loin je trouve, mais bon pour le moment on va se contenter de ça. Prenez tous un très grand soin de vous, j'espère que le sujet vous a intéressé, et mettez-moi quelques commentaires si vous le souhaitez bien évidemment. On se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt chers amis, chers abonnés.